Bonsoir à tous, bienvenue dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La SNCM respire un petit peu. La compagnie maritime a obtenu un prêt de 13 millions d'euros par son actionnaire principal, Transdev, pour parer au plus pressé. Dans le Gard, les pêcheurs professionnels et les élus sont inquiets. Le chalutage serait menacé par la réforme de la politique commune de la pêche menée par l'Union européenne. Le projet de métropole ex-Marseille a été définitivement adopté par le Parlement aujourd'hui. Demain, la ministre de la Réforme de l'État doit présider la deuxième conférence métropolitaine, mais les maires opposés à ce texte ne désarment pas. Et puis, c'est un succès qui ne fait pas forcément plaisir. Jamais les restos du cœur n'ont servi autant de repas. 10% de hausse de la demande sur les 2 premières semaines de la campagne hivernale. Mais tout d'abord, donc, c'est un premier ouf de soulagement pour les salariés de la SNCM. La compagnie maritime a obtenu en fin de journée un prêt de son actionnaire principal, Transdev, 13 millions d'euros qui vont permettre à la compagnie d'assurer ses échéances à court terme. Ce matin, les représentants du personnel ont rencontré le sénateur-maire de Marseille pour leur faire part de leur inquiétude. Réaction au micro de Thierry Trésor. On lui a dit qu'effectivement d'intervenir auprès du gouvernement pour que les tergiversations autour de l'avenir de la SNCM avec les milliers d'emplois concernés s'arrêtent et qu'il puisse agir lui aussi efficacement en tant que président du groupe du Sénat et maire de Marseille auprès des députés sénateurs UMP qui siègent à la commission de la Caisse des dépôts et consignations, qui est actionnaire de la SNCM au même titre que l'État, afin de garantir la pérennité de la SNCM avec la méridionale et des milliers d'emplois qui sont associés, aussi bien en Corse que notamment sur le port de Marseille. Au chapitre social, toujours un nouveau coup de théâtre dans le dossier Kemwan. Les 2 principales offres de reprise qui devaient fusionner ne pourront pas le faire. Conséquence, le fonds d'investissement américain OpenGate retire son offre, mais devrait participer à une fusion ultérieure. La décision définitive du tribunal de commerce de Lyon pour les 1300 salariés de Kemwan est attendue demain matin. Le premier sentiment, c'est qu'on était pris en otage. C'est-à-dire qu'avant, on avait le choix entre deux. Demain, on a le choix entre ça, la nouvelle offre ou la liquidation. Donc le choix est très limité. C'est un moment décisif. Maintenant, voilà, pour l'instant, avant de se positionner sur un avis favorable ou défavorable sur cette nouvelle offre, on essaie déjà de la comprendre et de l'analyser. Les choses n'étaient pas très claires hier. On a énormément de questions aujourd'hui techniques qui nous inquiètent directement. Donc là, pour l'instant, les repreneurs essayent de répondre à toutes ces questions et d'être le plus transparent possible. En tout cas, c'est ce qu'on leur a demandé. Et puis, autre décision importante, celle du tribunal de commerce de Paris qui a prononcé aujourd'hui la liquidation judiciaire de l'entreprise El Foundry. Cette usine de semi-conducteurs basée à Rousset emploie quasiment 700 personnes. Cette liquidation sera effective au 26 décembre. Pêcheurs professionnels et élus, ensemble, ils ont dit leur inquiétude hier soir lors d'une conférence de presse organisée au Gros du Roi, dans l'Hérault, dans le Gard, Le chalutage serait menacé par la réforme de la politique commune de la pêche menée par l'Union européenne, alors que la profession est déjà mise à mal. Le Languedoc-Roussillon compte actuellement 70 chalutiers contre 200 en 1980. Pour faire face et pour mettre à jour des problèmes qui sont récurrents, à savoir la réglementation sur la taille marchande et sur le maillage, qui n'est pas adapté en Méditerranée. Voilà. Aujourd'hui, on a la ressource qui revient, et pourtant les bateaux sont en difficulté, et pourtant on travaille en hors-la-loi, car on n'arrive pas à travailler en adéquation avec ces 2 règles. On a essayé, mais les bateaux, on s'est très rapidement rendu compte que la rentabilité n'était pas là. Autre titre ce soir avec la visite de Marie-Lise Lebranchu à Marseille. La ministre déléguée, entre autres, à la réforme de l'État est arrivée ce soir à Marseille. Demain, elle présidera une 2e conférence métropolitaine. Le texte créant la métropole vient d'ailleurs tout juste d'être adopté cet après-midi. Mais les maires opposés à ce projet de métropole ne désarment pas. Sidonie Caneto. Ils étaient une 50aine aujourd'hui à se réunir, mais ils sont 109 au complet. 109 maires contre le projet de métropole tel qu'il est proposé par le gouvernement. Nos positions n'ont pas changé dans la mesure où cette métropole a été votée à marche forcée, a été créée de façon autoritaire par l'État. Et ça reste pour nous une métropole exceptionnelle car elle ne pourra pas fonctionner sans les maires.
Depuis le 6 novembre, Jean-Marc Ayrault a décidé d'assouplir sa position en associant les maires au projet Métropole. Un décret allant dans ce sens a été publié aujourd'hui pour une parité entre l'État et les maires. Ce sont les maires qui sont les acteurs. Ils ont été élus par les populations pour être les acteurs de ce territoire. Donc ça ne peut pas se faire sans eux. Et ça ne peut pas se faire dans un cabinet ministériel, par un bureau d'études ou par quelques-uns à Marseille qui décideraient pour tous les autres. Demain doit se tenir une conférence métropolitaine à l'initiative du préfet avec la ministre de la décentralisation Marie-Lise Lebranchu. Une réunion que boycotteront les 109 maires qui estiment n'avoir pas été consultés pour l'organisation de cette conférence. Ouais, justement, je vous propose d'écouter la réaction de la ministre déléguée à la réforme de l'État, Marie-Lise Lebranchu, au micro de Sidonie Caletto. Moi, je trouve dommage que le projet métropolitain se construise sur les maires. Je veux dire, c'est un choix qu'ils font. Moi, je respecte le choix de chacun. C'est une conférence qui a été décidée il y a un an maintenant, au mois de décembre. Donc, il fallait la faire au mois de décembre parce qu'après, c'est la période des municipales. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des conférences pendant ce temps-là. Mais la conférence de demain, c'est essentiellement un échange avec les personnes qui voudraient bien donner des avis, quelle que soit la nature des avis. C'est un bien triste record. Jamais les Restos du Cœur n'ont servi autant de repas. Le cap du million de bénéficiaires a été franchi en 2 semaines à peine après le lancement de la 29e campagne hivernale. Une tendance qui se vérifie aussi dans les Bouches-du-Rhône où la demande a progressé de 10% cette année. Romain Péric. Ici, dans l'entrepôt des Restos du Cœur des Bouches-du-Rhône passent près de 30 tonnes de marchandises par jour. Elles sont ensuite livrées dans les 43 centres de distribution du département et le balai des machines ne cesse de s'activer. Après avoir perdu son emploi, Mohamed a décidé de se rendre utile et pour se redonner confiance, il a choisi de donner un coup de main. Franchement, ça m'a fait que du bien. C'est dommage qu'il y a cette misère, mais cette misère, on est obligé de l'aider. À seulement un mois du début de la campagne hivernale, il y a déjà dans le département 30 000 bénéficiaires, soit 10% de plus que l'an passé. Les profils changent, retraités, familles monoparentales ou encore étudiants, même si les gens sont toujours sensibles à la misère. La générosité ne baisse pas, la solidarité ne baisse pas, on fait appel aux dons toujours, ça c'est important, les donateurs continuent à nous aider. On fait aussi appel aux bénévoles, puisque c'est important aussi d'avoir des bénévoles pour pouvoir continuer à recevoir des bénéficiaires. Et puis on fait aussi appel à toutes les personnes qui peuvent nous donner des collectes alimentaires, des ramasses alimentaires, même des dons agricoles, puisque maintenant ils vont être défiscalisés à partir de 2014, qui permettent de compléter nos ressources et continuer à servir les personnes accueillies. Malgré ça, en France, ils sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d'un peu de pain et de chaleur. En 1985, Coluche avait filé rencard à ceux qui n'avaient plus rien, seulement pour 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, ils sont plus d'1 million à avoir faim. Tout de suite, le reste de l'actualité en bref et en images, un résumé préparé par Franck Chassagnon. Le président d'honneur du Front National a écopé de 5 000 € d'amende pour avoir dit que les Roms, comme les oiseaux, volaient naturellement. Le tribunal correctionnel de Paris l'a déclaré coupable d'injures publiques envers un groupe de personnes en raison de son appartenance à une ethnie. Le parquet avait requis 2 mois de prison avec sursis contre l'ancien leader frontiste. 17% des Français se considèrent en insécurité. Selon l'INSEE, ce sentiment d'insécurité n'a jamais été aussi fort depuis 7 ans. Un chiffre en hausse qui s'explique par l'explosion des cambriolages. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales observe que plus de 17% des personnes interrogées disent avoir ressenti à domicile ou dans leur quartier un sentiment d'insécurité contre 16,3% en 2012. Selon cette même enquête, 4,2 millions de vols et tentatives ont eu lieu en France en 2012. Les médicaments bientôt en vente dans les grandes surfaces, l'autorité de la concurrence se prononce en faveur de la libéralisation de ce marché. Une première victoire pour la grande distribution qui souhaite depuis plusieurs années l'arrivée des médicaments dans ses rayons. Il s'agit de la vente de médicaments sans ordonnance. Les grandes surfaces devront se doter d'un espace réservé avec la présence obligatoire d'un pharmacien diplômé. Selon l'UFC Que Choisir, cette libéralisation permettrait des baisses de 11 à 16% avec une économie pour les patients de 270 millions d'euros par an. Dans le reste de l'actualité, lancement réussi ce matin depuis Kourou en Guyane de la mission Gaïa. Regardez, décollage réussi donc. Décollage.
Voilà pour la fusée, le lanceur. Le satellite a rejoint son orbite de stationnement dans la matinée. À son bord, un spectromètre étalonné au laboratoire Univers et Particules de Montpellier, une unité mixte du CNRS et de la face des sciences. Ici, on travaille sur le projet depuis une dizaine d'années. L'objectif, c'est d'établir une cartographie 3D de la Voie lactée. Le but, c'est de mesurer les distances de nous, donc de la Terre, et donc du Soleil, aux étoiles donc de la galaxie. Donc 1 milliard d'étoiles de la galaxie vont être observées, et le but, c'est de mieux comprendre comment est constituée notre galaxie, et donc avoir des informations sur sa formation, son évolution, etc. Le lancement, c'est crucial. Puis après, il y a plein d'étapes importantes pour arriver donc à placer le satellite à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc c'est pas proche, hein, c'est quasiment 4-5 fois la distance Terre-Lune. Hein. Et ensuite, quoi, tout se passe bien, l'ouverture des panneaux solaires, que les transpondeurs, donc la communication avec la satellite fonctionne. Et après la mission, ça sera pendant 5 ans. Direction Lunel dans l'Hérault à présent, où des élèves de terminale du lycée Feuillade planchent sur la création éclair de micro-entreprises. Rapidité, originalité, travail d'équipe et surtout qualité de travail rendu. Start-up Lycée est un projet porté par l'établissement et la pépinière d'entreprise via Innova. Reportage Mouad Eliakabi. Ils sont en terminale, marketing, comptabilité ou gestion et ont pour mission aujourd'hui de lancer une start-up, rien que ça. Ils se sont donc réunis en petits groupes selon leur domaine de compétences, coachés par de jeunes entrepreneurs pour le moins ambitieux. Il faut envisager le fait d'avoir plusieurs bateaux. Et pour corser l'exercice, ils sont en compétition avec les autres groupes. Ce concours a été lancé par 2 de leurs professeurs. Le but, leur apprendre qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir un projet. Il faut d'abord une idée, mais une idée c'est pas simplement irréalisable. On veut leur montrer qu'avec suffisamment de compétences et de concentration, on peut arriver à un résultat qui peut aboutir à quelque chose de concret. Et des idées, il y en a eu, ça a même fusé dans tous les sens, et des fois dans des couloirs à peine éclairés. Vincent et son groupe veulent lancer une application contre l'alcool au volant et cherchent l'éclairage d'un professionnel. Essayez de revenir à la base de votre problème. La base de votre problème, c'est être sûr que le SAM va être en forme et qu'il n'aura pas bu pour ramener ses copains. L'idée du groupe est d'inciter les jeunes à se porter volontaires pour être SAM, mais si le concept plaît, il n'est pas encore tout à fait au point. Le problème est identifié, la solution est identifiée, maintenant il rajoute trop de choses autour. Ce concours a fait son petit effet, puisque les vainqueurs rencontreront Fleur Pellerin, la ministre déléguée chargée des PME et de l'innovation.